voudrais, si vous permettez, vous présenter un petit peu l'agroécologie comme une discipline scientifique dont les ingénieurs pourraient s'inspirer pour promouvoir des formes d'agriculture durable avec les enjeux que vous connaissez. Alors, je regarde, mais... Ah, ça fonctionnait tout à l'heure. Oui, c'est bon. Donc les enjeux mondiaux, vous les connaissez. Il s'agit, ça a été dit hier, d'alimenter une population humaine sans cesse croissante. Et vous savez qu'en Afrique, ça a été dit hier, dans les 30 années qui viennent, la population va plus que doubler. Donc il faut évidemment produire davantage, on va le découvrir. Une alimentation de qualité. Alors de qualité pour beaucoup de gens pauvres dans le monde, c'est avoir enfin accès à des protéines animales. Et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale, il faut se préparer à une demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine, et en particulier en Afrique. Oui. Il faut se préparer à une demande qui va largement plus que doubler dans les années qui viennent en production végétale pour nourrir l'humanité tout entière, et les Africains en particulier, soit directement, soit via l'alimentation animale. Alimentation de qualité dans les pays industriels, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est, si possible, pas d'antibiotiques dans la viande, parce que nous développons des antibiorésistances. Le médecin nous prescrit un antibiotique, ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet parce qu'on a mangé trop d'antibiotiques. Pourquoi ? Parce que c'était dans la viande. Pourquoi il y a des antibiotiques dans la viande ? C'est l'élevage en espace confiné où, à titre préventif, on apporte des antibiotiques pour éviter les contaminations de poulaillers entiers. Et puis c'est aussi, dans les pays industriels, la grande crainte des perturbateurs endocriniens, les résidus pesticides dans les fruits, les légumes. Et vous savez qu'on prédit à la jeune génération une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui n'étaient pas exposés à ces perturbateurs endocriniens quand j'étais fœtus. C'est-à-dire que c'est l'exposition des jeunes aux perturbateurs endocriniens depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance qui fait que les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate, leucémie, lymphome, toutes ces maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement, vont apparaître plus tôt, plus précocement, chez la jeune génération qui a été exposée à ça. Et très honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir promouvoir des formes d'agriculture qui présentent une alimentation comme celle-là pour l'Afrique. Évidemment, je pense que si on pouvait s'en prémunir, ce serait quand même plutôt pas mal. Je poursuis, si mon engin veut bien marcher. Une alimentation de qualité. Alors, du coup, oui, je vais vous demander. Ça ne peut pas fonctionner pour des raisons que j'ignore. Voilà. Donc, des matières premières pour l'agro-industrie. Bon, vous le savez, le coton pour le textile, les bois pour la construction, les molécules médicinales pour la pharmacopée. Un des enjeux aujourd'hui, c'est qu'il y a des usines d'agrodiesel, des usines d'éthanol, qui achètent aujourd'hui de la nourriture qui échappe à des pauvres, parce que les usines d'éthanol, les usines d'agrodiesel sont suffisamment riches pour acheter le maïs, pour acheter l'huile de palme, et du coup, il y a des compétitions entre différents usages des produits agricoles, vous n'êtes pas sans le savoir. Évidemment, on va essayer de tout faire pour assurer des revenus décents aux agriculteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exode rural prématuré, les agriculteurs qui ne parviennent pas à être compétitifs sur le marché mondial, qui sont encore avec des agricultures manuelles, qui ne parviennent pas à être compétition avec des agricultures mondiales hautement motorisées, robotisées et autres, vous n'êtes pas sans savoir que souvent c'est la faillite. Les gens migrent dans les bidonvilles. Dans les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi, ça a été dit hier très clairement. La robotisation de l'industrie ne permet pas de créer des emplois pour absorber tout l'exode rural. Les gens qui ont faim, souvent, sont à la campagne, mais aussi en ville, sans emploi. On va essayer de résoudre. Donc, réduire cet exode rural prématuré
éviter les dommages à l'environnement, et puis quand on pense au développement durable, aux générations futures, il faudra maintenir la fertilité de nos environnements. Quand moi je faisais des études d'ingénieur agronome, on m'enseignait la fertilité des sols. Aujourd'hui, vous pouvez élargir le concept de fertilité à l'ensemble de l'agroécosystème, et dans les pays industriels, vous n'êtes pas sans le savoir, eh bien c'est l'effondrement des abeilles, la surmortalité des pollinisateurs qui fait qu'on commence à craindre pour la fécondation des arbres fruitiers, du colza, du tournesol. Oui, donc on va devoir penser aussi aux générations futures. Ça, c'est les enjeux globaux. Le contexte, vous le connaissez, ça a été dit longuement hier. Le réchauffement climatique global, ce n'est pas seulement un réchauffement, mais c'est aussi une dérégulation climatique, une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes, un climat de plus en plus chaotique, un climat de plus en plus aléatoire. Ça veut dire qu'il va falloir promouvoir des systèmes de production agricole qui assurent un revenu décent, évidemment, aux agriculteurs, et qui soient résilients, c'est-à-dire que quand arrive un accident climatique extrême, que tous les revenus ne soient pas affectés, que les gens puissent récupérer la mise, que les écosystèmes puissent récupérer leur potentialité productive. Ça va être ça, le contexte. Évidemment, la question, c'est que les agriculteurs vont devoir s'adapter. Peut-être d'ailleurs, on pourra peut-être financer un jour le fonds vert de la COP 21, pourrait éventuellement financer des agriculteurs pour qu'ils contribuent aussi non seulement à s'adapter au réchauffement climatique, des systèmes plus diversifiés, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais aussi atténuer ce réchauffement climatique, séquestrer du carbone dans la biomasse, séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Vous savez que le grand drame des pays en voie d'urbanisation, c'est que les villes s'étendent aux dépens des meilleures terres agricoles. C'est aussi le contexte, celui de la raréfaction des énergies fossiles. Mais on en parle beaucoup moins souvent. La raréfaction des ressources telles que le phosphate, peut-être même que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir extrêmement élevé. Il va falloir être très économe en phosphore, mais la plante en a besoin, nous en avons besoin, et il va falloir peut-être trouver du phosphore ailleurs. Et puis, on essaiera d'assurer un revenu décent, d'éviter la pauvreté des paysanneries. Dans les erreurs du passé, avant de parler d'agroécologie dans le sens positif, les responsabilités, vous allez voir, sont très partagées dans les erreurs qui nous amènent à une agriculture souvent qui n'est pas durable, qui porte préjudice aux générations futures, qui porte atteinte à l'environnement, qui fait que l'alimentation n'est pas saine et que des gens pauvres ne parviennent pas à manger suffisamment. Dans les erreurs, je dirais, il y en a une qui est plus dans les pays qu'on qualifie du Sud, qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois, c'est l'agriculture extensive qui a besoin de toujours de plus grandes extensions aux dépens de la forêt amazonienne, de la forêt congolaise, de la forêt de Bornéo, et puis la savane arborée, les steppes, la surexploitation, l'élargissement des surfaces cultivées aux dépens des dernières aires protégées ne peut pas être une solution. Je vais plaider pour une agriculture intensive à l'unité de surface, intensive à l'hectare, mais attention, pas dans n'importe quel sens. Et la grande erreur du passé, c'est justement quand on a dit qu'il faut accroître les rendements à l'hectare, on s'est adressé à des ingénieurs agronomes, je suis ingénieur agronome, et on a dit, mettez-nous au point des variétés végétales à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare. Vous allez dire, où est l'erreur? Eh bien oui, il y en a quand même une. Mais on a dit à ces agronomes, surtout les variétés à haut potentiel génétique de rendement, que ce soit pour les plus vastes surfaces possibles. Il faut amortir les coûts de la recherche sur les plus vastes surfaces possibles. Donc génétiquement, s'il vous plaît, retirez les gènes qui sont porteurs de caractéristiques trop locales. Faisons des variétés les plus passe-partout possibles. Et aujourd'hui, quand la recherche semencière est aux mains de multinationales, imaginez Monsanto, Bayer et d'autres, c'est avec la transgénèse, ce n'est pas à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle du monde entier. On veut amortir les coûts de la recherche sur les plus vastes surfaces possibles avec les variétés les plus passe-partout. Pas de photopériode, s'il vous plaît, pas de sensibilité à la longueur du jour et de la nuit, et ce genre de choses. On a dit aussi à ces agronomes de faire vite, et les agronomes, à juste titre, quand ils font des expériences multilocales, ils ne vont qualifier une variété d'améliorée que si au moins 95% des fois, la variété a donné un rendement supérieur aux autres dans les champs expérimentaux, dans les stations
expérimentale. Mais pour arriver à très vite démontrer que telle variété, 95% des fois, donne un rendement supérieur aux autres, il faut éviter le passage des sangliers ou des phacochères pour piétiner. Donc on clôture les champs expérimentaux pour éviter tout animal sauvage. Il ne faut pas qu'à un endroit, la différence de rendement soit imputable à la présence de chenilles. Donc 0 chenilles, on a employé des insecticides. 0 nématodes, nématicides. 0 champignons, fongicides. 0 herbe adventice, qu'on va appeler mauvaise herbe, herbicide. 0 araignée, acaricide, que des produits en cide, des produits qui tuent, mais qui ne tuent pas que la nématode, que la mauvaise herbe. Ça, les produits en cide, les perturbateurs endocriniens, c'est quand même une espérance de vie en bonne santé, on nous dit, d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, pour la jeunesse qui a été exposée à ça dans sa nourriture. Alors on me dit, ah, mais attendez, monsieur le fumier, ce n'est pas avéré. Dans le sens, ils ont raison, ce n'est pas statistiquement avéré. Ce n'est qu'une prédiction scientifique, mais c'est néanmoins démontré. Quand on nous dit glyphosate cancérigène probable, effectivement, le perturbateur endocrinien, il faudra attendre 60 ans pour vérifier si Alzheimer, Parkinson est bien apparu 10 ans plus précocement que les générations antérieures, plus tard. Alors, ce n'est pas statistiquement avéré, mais c'est démontré, un peu comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on nous prédisait le réchauffement climatique. Et il y a eu des scientifiques, même parfois, qui se sont prêtés à dire « ce n'est pas statistiquement avéré, circulez, il n'y a rien à voir ». Oui, aujourd'hui, excusez-moi, le réchauffement climatique, la dérégulation climatique, c'est statistiquement avéré. Ça nous avait été prédit il y a 30 ans. On a eu tort de ne pas appliquer le principe de précaution. L'accord de Paris, 30 ans de retard. 30 ans de retard. Mais pour les perturbateurs endocriniens, pour l'antibiorésistance, on ne va pas attendre 60 ans pour vérifier si la moyenne d'âge d'apparition de Alzheimer est bien 10 années plus précoce. Principe de précaution, je pense, on ne va pas y échapper. On a des variétés au potentiel génétique de rendement capables de donner de haut rendement, mais moyennant l'usage de ces produits pesticides. Et puis pour produire pas cher, il fallait produire massivement, il fallait produire à grande échelle. Nous avons mécanisé l'agriculture, nous l'avons motorisée, nous l'avons robotisée. Dans certains pays, c'est les robots de traite aujourd'hui. Ça fait un lait pas cher, ou une poudre de lait pas cher. Mais ça nous coûte très cher, les effets environnementaux, les effets sur la qualité sanitaire des aliments, sur l'exode rural prématuré, la délinquance dans les bidonvilles. Donc oui, nos calculs économiques en termes monétaires, un lait pas cher, un pain pas cher. Mais en France, un pain pas cher, ça nous coûte cher pour que l'eau du robinet, il n'y ait pas d'atrazine, pour qu'il n'y ait pas de désherbant. Le coût n'est pas dans le prix du produit, c'est ce qu'on appelle externalité négative, mais nous le payons tous, il va falloir éviter ça. Et on a spécialisé très exagérément l'agriculture dans les pays industriels, des zones d'élevage, des zones de viticulture, des zones de monoproduction, et nous savons très bien que les écosystèmes les plus simplifiés sont aussi les plus fragilisés. C'est l'emploi de pesticides, un mutant résiste aux pesticides, il prolifère, une deuxième molécule pesticide, un puceron birésistant, une troisième molécule pesticide. Ça, c'est du passé, c'est désuet, ce n'est pas l'agriculture moderne de demain. L'agriculture moderne de demain, je dirais, elle va être inspirée de l'agroécologie. Ah, alors du coup, il me manque un transparent. L'agroécologie, c'est la discipline scientifique dont on peut s'inspirer pour une alimentation saine et nourrir correctement le monde. Nous avons besoin dans l'alimentation d'énergie alimentaire, au moins les 2200 kilocalories par jour pour aller dépenser cette énergie au travail, dans les loisirs, dans les déplacements. La bonne nouvelle, vous la connaissez toutes, c'est que cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation nous vient du soleil, et l'agriculture moderne de demain va faire un usage intensif à l'hectare de l'énergie solaire, couverture végétale maximale, s'il vous plaît, à l'hectare, des feuilles vertes capables d'intercepter l'énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire. Ça va être des cultures associées. Dans certaines régions, on sème des lentilles entre les rangées de blé. Dans d'autres pays, c'est le maïs, le haricot et la cucurbitacée pour intercepter les derniers éléments du soleil. Et il faut que les feuilles soient vertes. Vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Sénégal, l'acacia albida, le Fédérbia albida, va continuer de photosynthétiser en saison sèche. Il a des feuilles vertes, il intercepte l'énergie solaire.
grâce à ses racines profondes, l'arbre a accès à de l'eau, il transpire, parce que pour la photosynthèse, pour fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, l'énergie alimentaire, les hydrates de carbone, il nous faut intercepter le carbone du gaz carbonique. Vous savez que le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels elle transpire. Il faut allonger la durée de transpiration de nos plantes pour qu'effectivement les stomates, les orifices par lesquels la plante transpire, c'est aussi les orifices par lesquels rentre le gaz carbonique. Elle libère l'oxygène et avec ce carbone fabrique les lipides, fabrique l'amidon, fabrique le sucre, l'énergie alimentaire. Ça fabrique de la paille, ça fabrique des racines. Et si ça se décompose bien, ça fabrique de l'humus et ça séquestre du carbone dans l'humus des sols. Oui, l'agriculture moderne de demain, ça va être la couverture végétale la plus totale possible, la plus permanente possible, saison des pluies, saison sèche, à toute saison. C'est évidemment plus de jachère, la jachère biennale, les rayons du soleil qui tombent à terre. Non, on va remettre des cultures dans la jachère, des légumineuses éventuellement, mais il nous faut impérativement que tous les rayons du soleil soient absorbés. Il faut que ce soient des plantes vertes qui aient accès à de l'eau en quantité suffisante pour transpirer, puisque c'est par les trous par lesquels elles transpirent qu'elle est capable d'intercepter le carbone et de libérer l'oxygène. Il faut donc gérer au mieux l'eau. Et on parle de l'eau gratuite, de l'eau de pluie. On sait que l'eau de pluie va être de plus en plus mal distribuée, climat chaotique, aléatoire. Mais le mieux, c'est que toute l'eau de pluie, rien ne ruisselle, tout va s'infiltrer dans les sols pour être mis en réserve, pour que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible, pour que la photosynthèse puisse s'exercer le plus longtemps possible. Mais du coup, il faut évidemment empêcher le ruissellement, couverture végétale, des haies vives pour empêcher le ruissellement et les inondations dans la vallée. Ça va être aussi des sols poreux. Moi, quand j'étais étudiant, on m'enseignait le labour. Maintenant, on m'enseigne le zéro labour, les techniques culturales simplifiées, le minimum de travail du sol. Mais comment le sol va-t-il être poreux ? Ça va être les vers de terre, les colamboles, les cloportes, la biologie des sols, les racines qui sont desséchées, qui sont autant de galeries par lesquelles l'eau va s'infiltrer. Oui, c'est la biologie des sols qui va nous rendre des sols poreux. Attention, n'employons plus d'agrotoxiques. Cette biologie des sols mérite d'être respectée. C'est la condition pour que nos sols soient poreux si on veut éviter, évidemment, les excès de travail du sol. Et vous voulez maintenant que l'eau qui s'est infiltrée reste à hauteur des racines ? Fabriquons de l'humus. Fabriquons de l'humus, c'est beaucoup de carbone. C'est le carbone du gaz carbonique que la plante a intercepté, fabriquer de la paille, fabriquer des racines. Ça se fait décomposer pour faire de l'humus. Le microbe parviendra à faire de l'humus si vous lui donnez un petit peu d'azote. Monsieur Marc, si vous pouvez conclure. Tout de suite, juste pour vous dire, les protéines, c'est l'azote de l'air qu'on fixe sur les hydrates de carbone. C'est coûteux en énergie, mais on ne va pas utiliser les engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution des agricultures industrielles au réchauffement climatique. On va utiliser les légumineuses, les lentilles, les luzernes, les pois chiches, pour fabriquer des protéines et fabriquer. Et les éléments minéraux, y compris le phosphore, l'azote de l'air, il n'y a pas de pénurie annoncée non plus avant des siècles. Donc on va en faire un usage intensif avec des légumineuses en remplacement des jachères. Les éléments minéraux, vous allez les chercher dans le sol et dans le sous-sol. Les arbres avec des racines profondes, l'agroforesterie, le Fiderbia albida par exemple au Burkina Faso, avec ses racines profondes, va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte, tombe à terre, ça va fertiliser la couche arable. Et plus encore, les champignons mycorhiziens aujourd'hui, je crois que c'est là où vont être les principaux progrès de l'agriculture moderne de demain. Ça va être les champignons mycorhiziens qui utilisent l'énergie de la plante, développent leur mycélium, vont aller chercher, débusquer les éléments minéraux coincés entre les feuillets d'argile et restituer ça à la plante cultivée. Oui, techniquement, je voulais conclure là-dessus, il est parfaitement possible de nourrir une population croissante en faisant l'usage intensif de ce qui ne nous coûte rien, l'énergie solaire renouvelable, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, les éléments minéraux du sous-sol et se coincer entre les feuillets d'argile, mais à la condition, et très économe en énergie fossile, eh bien écoutez, à la condition de laisser la biologie se développer, l'extrême biodiversité, on aura des systèmes résilients, mais par contre, du point de vue des politiques agricoles, les ingénieurs peuvent inspirer de nouvelles politiques agricoles. Ça a été déjà dit hier, ce ne sera pas la grande exploitation capitaliste qui aura intérêt à diversifier, ce sera l'agriculture familiale, des gens qui travaillent pour leur propre compte, des gens qui ont intérêt à échelonner les temps de travaux,
des gens qui ont intérêt à associer agriculture et élevage, à mettre des animaux sur la paille, fabriquer du fumier, fabriquer de l'humus et ce genre de choses. Ça, c'est plus le rôle de l'ingénieur, mais l'ingénieur peut quand même donner des bons conseils techniques pour que promouvoir de nouveaux projets de développement, des programmes de développement et des politiques de développement durable. Merci beaucoup.